Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement en 18. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Il est logique à un moment que même si la tendance baissière n'est pas invalidée, elle est toujours valide, il est logique d'avoir un gros rebond dans les cryptos. Voilà, ne serait-ce que pour continuer la structure de marché, plus bas sommet, plus bas creux. Et il semblerait qu'à 20 000 chiffres ronds psychologiques précédant ATH, soit un bon endroit pour le faire. Est-ce que ça invaliderait pour toujours la tendance baissière? Probablement pas. En fait, certainement pas. Pour pouvoir en être sûr, il faudrait qu'on retourne vers le bas, ou pas, hein, ou alors qu'on repasse direct ici en mode surprise tout le monde, mais ça paraît très improbable, ou alors simplement un retest des lots, un échec, quelque chose qui fait quelque chose comme ça, ou qui prend son temps, comme par le passé, hein, un marché qui va nulle part après un retest des lots. Donc pour l'instant, je suis OK et ça me fait sens que dans la zone des 20 000, et même si on perdait 10-20%, ça ne changerait pas grand-chose, que un rebond nous attend potentiellement dans les mois à venir dans la zone des 30 000, 40 000, entre les deux. Quand on le regarde en point et figure, alors on a un objectif à 12 500 qui est affiché, il n'est toujours pas validé, hein, parce qu'il faut repasser au-dessus des 38 900 pour l'invalider, donc clairement il est toujours là. On a un objectif à 16 500, celui-là il a été supprimé. On a un objectif à 1000. Alors je suis désolée, mais oui, il est là. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va aller le chercher. Les gens qui me disent oui, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Cet objectif, il existe, il est là. Maintenant, il peut être invalidé. C'est comme ça qu'il faut le regarder en disant si on pense que le Bitcoin ne peut pas aller à 1000, à ce moment-là, il va falloir repasser au-dessus du haut de cette colonne, c'est-à-dire les 30 600 pour invalider cette colonne. Donc ça veut dire que si on ne croit pas à cet objectif, eh ben on croit qu'on va remonter à 30 600. Alors quand? Pas demain, sans doute pas, parce que vu la faiblesse du marché, on la voit bien, hein, ici il se passe strictement rien, les 30 600 c'est pas pour demain, mais ce sera peut-être à la fin du mois, je ne sais pas. Donc si on arrive à remonter au-dessus des 30 600, les 1000 sont invalidés, donc là ça devient tout à fait positif. Maintenant, pour le moment, vous voyez bien avec les points figures, et là on revoit exactement la même schématique, qu'on est en train de rien, on ne fait rien. Alors on a un autre objectif ici qui s'affiche parce qu'on a une correction à 9000, je mets non actif, pourquoi? Parce que pour l'activer, il faut casser le point bas ici. Donc le point bas ici se situe à 17 600. Donc si on casse les 17 600, à ce moment-là, on va activer les 9000. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée sur le Bitcoin. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. On fait un tout petit tour sur Coinalyst parce qu'on voit des choses extrêmement intéressantes. On est en train de voir ce ratio donc short complètement se déprécier. Vous avez de l'achat spot. C'est ça qui est super important. C'est qu'on continue en fait à acheter du Bitcoin, notamment sur le spot, sur nos échangeurs, pour les retirer. Et notamment potentiellement sur des clés Ledger. Vous avez aussi une augmentation au niveau des contrats futurs, une explosion au niveau des open interest. Il y a beaucoup de shorts qui sont en train de se mettre en place, mais il y a également beaucoup de longs qui sont en train de se mettre en place. Vous avez en fait un funding qui redevient positif. Alors, je pense que si on reprend un petit peu sur des timeframes relativement grosses, on va dire 4 heures par exemple, je pense qu'on est plutôt... Là, c'est Binance, si vous voulez. Je pars toujours du principe que tant qu'on est à 0,02, pour moi, c'est la neutralité. C'est du 50-50. Je ne le prends pas, en fait, le vert. Je prends plutôt, en fait, à partir de 0,2, c'est 50-50. Donc, pour moi, il y a probablement plus de personnes qui sont en train d'essayer de vendre ce marché, notamment sur Binance. Mais c'est normal, puisqu'on arrive en dessous d'une ligne de tendance sur une résistance potentiellement haut de range pour continuer ce triangle de contraction. Les positions sont prises extrêmement vite et on est plutôt négatif sur les autres échangeurs. Ok ? D'un point de vue ratio, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on devrait exploser sur une courte période, aller chercher les premiers arrêts, les fameux 23 000 ou 25 000 $, potentiellement les 30 000 $, dans les prochains jours, potentiellement, ou tout au long du mois de juillet. On attendra bien sûr des news fondamentales pour pouvoir pricer ce marché. Généralement, elles arrivent, les mouvements sont tout petit peu en avance par rapport aux news qui pourraient arriver. Pourquoi? Parce que généralement, on piège la majorité pour dire « ça y est, on a pris 30%, on a pris 20%, on a une bonne news, on achète ». Trop tard. C'est un peu l'idée, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Faites attention à ces formes de chasse à la liquidité. Ça, c'était important.
Et aussi, ce qu'on peut voir ici avec le MACD de 3 jours, c'est que généralement, lorsqu'on a un croisement ici, eh bien, on obtient un rallye de soulagement au court terme pour le Bitcoin. Vous pouvez voir juste là qu'on a un croisement du MACD, petit rallye pour le Bitcoin. On a eu un autre croisement juste ici, et une fois encore un rallye, croisement juste là, et un autre rallye, encore un croisement, encore un rallye. Et donc maintenant, on est juste sur le point de voir une nouvelle itération de ce fameux croisement, les gars. Alors sur Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reteste, comme sur le Bitcoin, il me semble, l'EMA 20. EMA 20, grosse résistance historique, surtout sur le Ethereum. On se fait toujours rejeter ici par l'EMA 20, regardez ça, c'est terrible. Ici rejet, même ici rejet par l'EMA 20. En espérant que cette fois-ci, on aura un signe de force avec la bougie du jour, puisqu'avec la bougie du jour, on risque de péter ici cet EMA 20 et la transformer officiellement en support, ce qu'on espère. On a également des petits signes de force sur l'Ethereum Price, puisque ici, on a pété une grosse résistance à la hausse, résistance, et là, officiellement pété à la hausse depuis pas mal de jours, depuis 1, 2, 3 jours, on l'a pété à la hausse. Pour l'instant, on le reteste pas, donc ça fait un support. Ceci combiné avec une divergence boule sur le VMC, sur cette bougie-là, sur une bougie bleue, c'est magnifique. Voilà, ce qu'on espère, c'est vraiment que ça clôture au-dessus de cette EMA 20, ça serait très positif. Si on clôture au-dessus du niveau EMA, la prochaine serait ici, vers les 1500, ça serait plutôt haut. Comme on peut le voir ici, donc là c'est le DXY, donc le dollar, donc n'oubliez pas, vous pouvez taper DXY sur TradingView et vous allez pouvoir le trouver. Et en fait, donc ça fait un petit moment que je vous explique, hein, on était dans dans une tendance haussière, mais surtout dans un très grand range. Je vais vous le montrer, on va se mettre en monthly. Donc là, une bougie est égale 1 mois, donc c'est du très très long terme. Et comme vous pouvez le voir ici, on était entre deux bornes, on était en train de vaciller. Donc en fait, à chaque fois qu'on arrivait dans le haut de ce range, on se faisait rejeter et c'était le début d'un bull run. Donc là, c'était le bull run 2017. Ensuite, pareil ici, dès qu'on était arrivé au top, on a vu que c'était le début du bull run de 2020. Et là, malheureusement, on est en train de tout exploser. Donc cela veut dire que on est plutôt, on va dire, dans un mouvement de hedging. Donc en gros, hedging, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on protège son portefeuille. Ça veut dire que les investisseurs préfèrent sortir leur argent des actifs risqués, donc tout ce qui va être les actions et les crypto-monnaies par exemple. Donc ils prennent tout leur argent, ils vendent tout et ils gardent leur dollars. Et ensuite, quand on arrive dans ces hauts de range et qu'on commence à être rejeté dans l'autre sens, à ce moment-là, on dit qu'on met du risque, on va dire, dans notre portefeuille pour pouvoir avoir des meilleures rentabilités qu'avec du simple cash. Et à ce moment-là, on voit cet indice qui commence à redescendre. Donc ça, voilà, c'était une petite update. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez déjà la chanson. Donc on va avoir une fin de mois de juillet assez dense. On va avoir la publication à partir de la semaine prochaine, jeudi prochain, des premiers résultats du deuxième trimestre américain des entreprises. On va commencer par JP Morgan, les financières comme d'habitude. Et puis fin du mois, 26 et surtout 27 juillet, le 27 juillet, nouvelle réunion du FOMC et là ça va beaucoup bouger, même s'ils augmentent. Alors s'ils augmentent de 0,50, on risque d'avoir une petite envolée nord. 0,75, ça risque de bouger fortement et puis ça va partir dans le sens psychologique du moment. Donc d'ici 3 semaines, je ne sais pas quel poids je pourrais faire, et dans 3 semaines, on ne sait pas du tout où pourront être les marchés et ni même les membres de la Fed à l'heure actuelle. Et on passe maintenant à une autre actu plutôt intéressante concernant cette fois-ci donc la banque centrale américaine, à savoir la Fed, qui a annoncé tout simplement que selon eux les stablecoins ils pourraient renforcer le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Pour ceux qui suivaient le 20h crypto, donc les lives qu'on faisait en fin d'année dernière, on avait justement parlé des différentes possibilités concernant la régulation des stablecoins. Et l'une d'entre elles était justement que le fait qu'à l'heure actuelle tous les stablecoins soient en dollars et qu'en plus de ça la Fed va lancer donc son propre stablecoin, ça pourrait donner en fait encore plus de pouvoir et de légitimité au dollar en lui-même. Tout simplement parce que s'il y a une grosse régulation en fait sur les stablecoins et qu'ils ont une énorme part de liquidité en dollars en elle-même, et ça permet juste d'immobiliser des fonds. Un peu comme si on avait une crypto dans laquelle il y avait moins de jetons en circulation. Ce qu'on peut voir par exemple sur Ripple ou encore d'autres gros projets crypto. Et l'effet que ça peut avoir justement si ça devient massif, c'est que ça augmente du coup la valeur de la monnaie et ça devrait également fonctionner pour une monnaie fiduciaire. Du moins si jamais on a des volumes extrêmement importants en stablecoin
stablecoins. En fait, en d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, c'est que s'il y a énormément de personnes qui misent sur des stablecoins qui sont référencés sur le dollar, étant donné que la société émettrice du stablecoin ou bien la Fed en elle-même doivent détenir l'équivalent en dollars, ça va immobiliser pas mal de dollars et au lieu de nuire en fait à la stabilité de cette monnaie-là, ça risque de lui donner encore plus de légitimité. Maintenant, bien sûr, comme tu l'auras compris, il faut que les volumes deviennent extrêmement importants. Et c'est pas dit que la Fed dit ça dans un premier temps pour ensuite aller se retourner sur les stablecoins classiques, notamment l'USDT ou encore l'USDC. Faut également prendre en compte que l'USDT, qui était pas mal critiqué parce qu'ils avaient donc une part de leur liquidité qui n'était pas directement en dollars mais plutôt en titres associés, a fini justement par retransformer une énorme partie directement en dollars et annoncer vouloir transformer quasiment tous les titres financiers directement en dollars afin d'avoir une réserve de liquidité beaucoup plus fluide et d'éviter d'éventuels problèmes et notamment les attaques qu'a pu subir récemment l'USDT. En tout cas, personnellement, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que si jamais les stablecoins sont dans l'intérêt des États en eux-mêmes, et on peut imaginer qu'avec une meilleure régulation et également l'implantation de leur propre stablecoin, on puisse voir une accélération de l'implantation de la crypto dans la société américaine qui sert elle-même en fait de modèle pas mal d'autres pays ou même de continents à travers le monde. Et donc si jamais eux ils adoptent rapidement la crypto, les autres pays voudront pas se faire le dépasser et risquent d'adopter le même type de stratégie. Pour la BCE, la loi MiCA pourrait finalement être chaotique. Oui, ça c'est bien crypto qui nous dit ça. Allez lire cet article-là. Oui, effectivement, parce que maintenant ils veulent réguler. On a bien vu, c'est compliqué tout ça. Mais en Europe, c'est encore plus compliqué parce que les régulations, on aperçoit que chaque pays va faire sa petite régulation. Alors que là, en Europe, on devrait avoir une régulation pour tout le monde. Et ça, ils ont du mal, ils ont vraiment du mal. Donc ça va devenir très très compliqué et ils commencent à se rendre compte de ça. Ce qui est toujours étonnant, c'est qu'ils se rendent compte après, quoi. Alors que déjà, il y a plein de gens, des crieurs un peu d'alerte qui disent « mais si vous faites ça, il y a ça, il y a ça ». On dirait qu'il n'y a pas un mec qui réfléchit et c'est vraiment bizarre. Parfois, c'est vraiment très curieux tout ce qu'on peut voir. On avance également sur la régulation, la BRI, d'accord, la banque de, je ne sais plus, règlements internationaux, que certains appellent la banque des banques centrales, proposerait aux banques de constituer une partie de leurs réserves en bitcoin, en tout cas leur permettre de le faire. Leur proposer non, mais leur permettre de le faire. Donc c'est super intéressant, parce que ça fait du bruit, et parce que si ça passe, on va avoir des très gros achats de banques sur bitcoin. D'un autre point de vue, on peut remettre ça en cause en disant, attends, on va vraiment avoir des banques qui vont acheter du bitcoin. S'il y a des banques qui achètent beaucoup de bitcoin, notre écosystème décentralisé où c'est le peuple qui détient la monnaie va être un petit peu compromis. Bon, encore une fois, Bitcoin est un réseau libre où n'importe qui peut acheter et donc par définition, une banque peut acheter. Ça fait aussi partie du modèle. Si vous voulez pas que les banques achètent de Bitcoin, à vous de faire monter le prix suffisamment haut pour que ce ne soit pas le cas. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, n'allez pas acheter pour faire monter. Il y a très peu de chances que vous arriviez vous-même tout seul dans votre chambre à faire monter le prix du Bitcoin au point de désintéresser une banque. Je précise, j'ai parlé très vite, c'était les termes et conditions de ma phrase. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a échangé avec CZ, fondateur de Binance, sur l'introduction de la crypto-monnaie dans les échanges commerciaux. Encore un nouveau pays qui commence à s'intéresser à la crypto. Alassane Ouattara a accordé une audience en début d'après-midi à CZ, fondateur de Binance, au palais présidentiel du Plateau. L'entretien s'est articulé, comme l'a signifié CZ à la presse, autour de l'introduction de la crypto-monnaie dans les échanges commerciaux dans le pays. Le fondateur de Binance compte sur l'appui et le soutien du gouvernement ivoirien et du président de la République, Alassane Ouattara. Tu peux laisser tes fonds sur les exchanges, mais le problème, c'est que si jamais tu fais dodo, si jamais tu oublies que tu en as, parce que, à titre personnel, je pense que pour toi, Pete, c'est pareil, on a à peu près 12 comptes sur des exchanges, il y en a qui ont plus ou moins de crypto dessus, mais il y en a d'autres, par exemple, Ascendex, j'avais complètement oublié que j'avais des cryptos dessus. Et là, il y a un exchange qui est assez connu, pour le coup. Un exchange qui s'appelle Bitstamp. Donc en gros, si jamais tu n'es pas actif sur ton compte, ils te prennent 10 € de frais par mois. Donc en fait, ça devient une banque. Par mois ? Des frais de gestion, ils appellent ça. 10 € de frais par mois. Oh, ils sont forts là. Ils sont forts là. Ils t'ont sorti le système d'abonnement sans même t'en rendre compte. Ça veut dire que tu t'endors. Toi, t'es là long terme et tout. T'as acheté des cryptos, machin. Tu les laisses dormir sur ce truc-là. Peut-être qu'ils ont un système de stacking, où tu récoltes quelques pourcentages en laissant dormir ta crypto et tout. Puis arrivé là, ils te font payer les frais de garde, quoi. Relativisons, c'est si t'as moins de 200 $ sur le compte. Ah. Mais quand même, c'est intéressant. Ça veut dire si t'as plus de 200 $, ils te prennent pas les 10 € par mois. C'est vraiment un truc d'enculé, ça. Ça veut dire si tu laisses des poussières en espérant que dans 2-3 ans tu sois millionnaire, c'est mort. Ils vont te ponctionner tes poussières en BER, tu sais, de 10 balles par mois. Tes poussières ne vaudront plus rien. Et en fait, ton compte sera liquidé, quoi. Il n'y aura plus rien.
Tu vois, un truc tout con, celui qui a 1000 Doge, par exemple, 1000 Dogecoin, qui se dit, on sait jamais s'il monte à $100. Donc là, aujourd'hui, ça représente $50, mais il oublie ses Doge, et 2-3 ans plus tard, en fait, il se rend compte que il en a plus, vu qu'il a été ponctionné de $10. Non, moi c'est mort, je retire mes fonds direct, et je vais les laisser mourir chez quelqu'un d'autre. J'ai plein de petits exchanges comme ça, où j'ai des poussières, des trucs à moins de 20 $, tu vois, qui dorment. Souvent, tu fais des transacts, t'envoies, puis tu sais, t'arrondis, tu laisses un peu pour les frais, ce genre de conneries, et du coup, des fois, t'as des $20 qui traînent un peu partout. Mais de savoir que ces salopards, là, ils te prennent 10 balles par mois pour... Bah ouais, en fait, ça te vide ton compte, quoi, c'est complètement con. Alors qu'on n'est jamais... Moi, en plus, j'espère toujours, tu sais, je les laisse dormir dans des trucs, je me dis, un jour, on sait jamais, c'est 20 petits $. Enfin, les mecs, ils savent plus où aller prendre l'oseille, quoi. C'est du beurre, c'est quoi, là, ils sont fatigués. Enfin, tout ça laisse penser que, en fait, le long terme en crypto, c'est relatif, quoi. Ensuite, du coup, donc là, c'est un retweet de Raphaël Bloch. L'inflation en Argentine vient d'atteindre 60% sur un an en mai, presque 80% en Turquie sur un an en juin. En zone euro, elle s'approche de 10% en juin sur un an. Non, mais là, c'est juste complètement fou. Donc là, en gros, quand on est dans des pays avec des aussi grosses inflations, ça commence à être vraiment très très compliqué pour vivre. Déjà, vous le voyez très bien en France avec 10%, ça commence à être compliqué de faire les courses et de faire le plein de la voiture. Donc imaginez avec 60%, 80%, donc voilà, donc force à eux. Bien sûr, tous ceux qui ont été smart et qui ont acheté des crypto-monnaies avant, bravo à vous. Au moins comme ça, vous avez pu un petit peu sécuriser votre capital et votre capital retraite pour certains qui ont économisé toute leur vie et qui voient leur argent fondre comme neige au soleil. Donc voilà, soyez smart, soyez plus intelligents que les autres. Il faut s'adapter, c'est comme ça, c'est la vie. Ça a toujours été dans les différentes époques et depuis notre création, depuis le tout début, on a toujours dû s'adapter. Et là, voilà, on est dans une genre de récession, on va dire. Et du coup, il faut s'adapter. Du coup, on s'adapte comment ? Eh bien, en investissant son argent autre part qu'en le laissant sur notre livret A. On débute les actualités du mercredi avec Voyageur Digital qui est désormais contraint de se déclarer en faillite. Et pour rappel, il y a une semaine, la plateforme de paiement avait déclaré le fonds d'investissement Suaro Capital en défaut de paiement suite à un prêt de 15 250 BTC et 350 millions d'USDC. Et ces derniers jours, elle avait déclaré mettre en suspens les retraits des fonds de leurs clients. Et malgré une ligne de crédit accordée par Alameda Research, une société de Sam Bankman-Fried, la plateforme Voyageur Digital a finalement annoncé qu'elle déposait le bilan. Et concrètement, cela veut dire que, en se déclarant en faillite, l'entreprise se protège d'éventuelles attaques en justice de ses créditeurs, le temps qu'elle réorganise les actifs ainsi que les dettes, et le but pour la société est de pouvoir se restructurer et également de pouvoir se laisser le temps de récupérer les fonds prêtés par Suaro Capital afin de rembourser leurs clients pour au final éventuellement envisager une reprise de leur activité. Mais quand on sait que Suaro Capital a également déposé le bilan il y a quelques jours, la partie est loin d'être gagnée d'avance. Ensuite, on a aux États-Unis une plainte déposée contre Solana. La semaine dernière, un groupe de personnes a déposé auprès d'un tribunal fédéral de Californie une plainte contre des acteurs clés de l'écosystème Solana. Les plaignants accusent ces derniers d'avoir profité illégalement de SO, le token natif de la blockchain, dans le but de s'enrichir. Le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire. Je vais vous parler maintenant d'Axie Infinity. Vous vous rappelez de ce piratage de la blockchain Ronin qui a eu lieu où il y a eu 600 millions de dollars volés. On en sait plus en fait sur le piratage, comment il a eu lieu. Et c'est tout simplement par une fausse offre d'emploi que les hackers ont ciblé un employé d'Axie Infinity qui avait des accès privilégiés. Ils lui ont fait passer plusieurs entretiens. Ensuite, ils lui ont promis un salaire mirobolant et ils lui ont envoyé l'offre par mail, tout simplement, un PDF piégé par mail. La personne a ouvert le PDF piégé, probablement depuis son ordinateur du travail, et c'est ainsi que les pirates ont pu prendre la main sur la machine, sur le serveur, et depuis, ils sont allés beaucoup plus loin. Par exemple, ils ont pu prendre les divers clés SSH qui donnent l'accès au serveur à l'ingénieur, et c'est comme ça qu'ils ont pu accéder au serveur et réaliser ce vol complètement phénoménal de plus de 600 millions de dollars.
Donc voilà, c'était pas du tout un piratage lié à la blockchain, c'était pas un piratage lié, on va dire, au smart contract, c'était pas une problématique de smart contract, on s'en doutait à l'époque, c'est ce qu'on disait, ça ressemblait vraiment à une compromission de serveurs, une compromission de machines, et via un humain, via un phishing, et ça ressemble vraiment au mode opératoire des attaques de la Corée du Nord, et c'est pour ça que dès le début, on a pensé à la Corée du Nord pour ce piratage d'Axie Infinity, et là les éléments semblent toujours indiquer, enfin semblent confirmer plutôt le faisceau d'indices qui était jusqu'à maintenant sur l'entité Lazarus qui serait très proche de la Corée du Nord. Donc voilà pourquoi il faut toujours faire attention aux pièces jointes. Il y a eu plein de piratages dans le monde crypto qui sont issus de pièces jointes. Attention, dès que vous recevez un mail, un message Twitter, un message sur Telegram qui vous demande de télécharger une pièce jointe et surtout où il y a un sentiment d'urgence, vous devez l'ouvrir tout de suite, vous devez l'ouvrir avant telle date, etc. Et ben c'est souvent tout simplement des tentatives de piratage. J'ai perso déjà eu ce type de tentatives de piratage, des demandes par exemple de contenu sponsorisé qui contiennent une pièce jointe ou un contrat qui se trouve être malveillant. C'est des choses que j'ai pu voir, du coup faut toujours être très très vigilant sur tout ça. Vraiment essayer d'éviter d'ouvrir des pièces jointes de personnes que vous connaissez pas, et si vous êtes vraiment pas sûr de la personne, et même quand vous êtes sûr, prenez toutes vos précautions. Et alors que certains projets sont en construction, on a d'autres acteurs du secteur crypto qui semblent jouer à la roulette russe. En effet, on a la plateforme Uprise qui a joué avec les fonds de ses clients, et pour information, il s'agit d'une startup coréenne se présentant comme une plateforme de trading assistée par intelligence artificielle. Et visiblement, l'intelligence est une faculté qui a manqué à cette plateforme, car tenez-vous bien, les équipes ont sorti 99% des fonds de leurs clients de leur stockage à froid pour aller parier à la baisse sur le Luna pendant le gros de la crise, et ils se sont fait prendre à revers par le marché et se sont finalement fait liquider. Et ils ont ainsi perdu les 20 millions de dollars que leurs clients avaient déposés chez eux. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. J'ai d'abord commencé à parler de ce projet, Satoshi Island, dans un tweet où je m'interrogeais et je disais est-ce que c'est une utopie ou une réalité? Bon, pour l'instant on peut pas y répondre, mais on peut déjà commencer à voir en quoi consiste ce projet. Alors déjà, si ça s'appelle Satoshi Island, c'est évidemment en référence à Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin. Ça se veut être un futur paradis pour tous les adeptes des crypto-monnaies. C'est le projet de 4 investisseurs et ils veulent fonder la capitale mondiale des crypto-monnaies. Satoshi Island se situe sur l'île de Lataro, c'est au Vanuatu, c'est un archipel de plusieurs îles. L'île fait 300 hectares et pour l'instant, c'est surtout de la forêt. Il y a quelques travaux qui ont déjà commencé, c'est les petites maisons qu'on voit ici, on va revoir ça un peu plus après. Tous les paiements sur l'île se feront en crypto et l'achat des terrains, en fait les terrains c'est des NFT, on va aussi voir ça un petit peu après. Alors c'est pas ouvert non plus à tout le monde cette île, tout le monde ne pourra pas y habiter parce que déjà ce sera limité à 21 000 habitants. En référence aux 21 millions de bitcoin en tout, parce qu'il n'y en aura pas un de plus, sachant que pour pouvoir obtenir la nationalité vanuataise, il faudra débourser quand même 130 000 dollars, à peu près 118 000 euros. Donc c'est déjà des gens qui ont un peu d'argent à mettre, en sachant même pas si le projet aboutira. Et il y aura un NFT pour avoir la nationalité vanuataise, ce sera une sorte de passeport. Donc les NFT, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pense que même les documents officiels dans quelques années, il y a des chances que ça puisse devenir des NFT. Il faudra quand même attendre 2023 pour pouvoir habiter sur cette île. Au mieux, il y aura évidemment une fiscalité très avantageuse, 0 impôt sur les plus-values crypto, à la fois pour les particuliers et les entreprises, et pas seulement sur les plus-values, mais aussi sur les héritages. Alors le projet, il est soutenu par le gouvernement du pays, les 4 investisseurs, ils sont allés voir le gouvernement, ils ont dit on a un projet crypto, et apparemment le ministre des Finances était déjà intéressé pour développer l'économie numérique, donc il est très enthousiaste, et il souhaite que de nombreux esprits brillants puissent s'installer au Vanuatu. Aussi de nombreuses personnes avec de la thune, je pense. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça, Choupi et Bullish? Et Choupi, le célèbre personnage pour enfants, qui fait des NFT. Donc vraiment cool aussi pour ses 30 ans. Donc affaire à suivre. Bien sûr les gars, tout ce que je vous dis, tous les liens sont dans la description. Blankos Block Party. Sorti depuis quand même assez longtemps, j'ai eu l'occasion de tester le jeu à l'époque, mais le seul truc qu'il y avait à gagner en jouant pas mal, c'était des NFT sur un pass de combat. Il faudra que je fasse une vidéo complète sur le jeu pour de nouveau en analyser la rentabilité pour savoir si j'ai fait l'erreur ou non à ce moment-là de ne pas investir mon temps dans ce jeu qui niveau gameplay est quand même plutôt plaisant à jouer. Bref, si j'en reparle aujourd'hui, c'est que de leur côté, il y a de grosses news puisque le jeu de Mythical Games va sortir sur l'Epic Game Store. Donc gros coup de projecteur dessus.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de MMO comparable à un Roblox, avec ce genre de mini-jeu dans un monde qui fait fortement penser à Little Big Planet. Depuis la sortie du jeu, ils ont également sorti un éditeur de niveau apportant une jouabilité infinie au jeu, donc je pense vraiment qu'il peut être intéressant de se repencher dessus. Évidemment, ce qui fait sa force par rapport à Roblox, c'est son intégration dans la blockchain. Il me semble que la seule récompense qu'ont les joueurs, c'est des NFT cosmétiques qui ont forcément plus ou moins de valeur en fonction de leur rareté. Ça va de la petite paire de chaussures éclatée à 1,80$ au skin accessible qu'aux joueurs de la pré-alpha à 3 000$. Donc si sur un malentendu vous chopez un NFT rare, ça peut être cool, surtout que le jeu est 100% gratuit, à part évidemment si vous prenez le pass de combat du jeu. Actuellement par exemple, il y a une vente de cosmétiques Burberry, donc j'ai l'impression qu'ils ne blaguent pas au niveau des collabs. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà jouer au jeu en téléchargeant le launcher depuis le site, en Early Access, sur PC et Mac. Petite anecdote au passage, j'ai l'impression que le studio derrière le jeu, Mythical Games, compte bien être un acteur majeur du Web3 car il bosse déjà sur un deuxième jeu, NFL Rivals, et ils ont levé 142 millions de $, donc affaire à suivre de près. Je voulais maintenant vous parler de NFT avec Otherside et le projet de Yuga Labs associé du coup à ces singes, les Bored Ape Yacht Club. Et ben ils ont fait un test. Ils ont fait un test de leur prochain métaverse. Et c'est cette vidéo, vous pouvez voir là. C'était un stress test. C'était un test pour voir combien le serveur qui allait gérer tous les joueurs allait pouvoir gérer de joueurs en simultané. Donc là vous pouvez voir énormément de joueurs en simultané. Les gens ont dit que ça marchait plutôt bien. Moi je vois un peu de latence, mais après c'est que la vidéo. Mais c'est vrai que c'est énorme d'avoir a priori 2500 joueurs simultanés sur vraiment une même carte, on va dire. La plupart des jeux, par exemple Fortnite, vous prenez, c'est une centaine de joueurs, c'est 100 joueurs simultanés. Là, on est vraiment à un niveau au-dessus. On va voir si on va vraiment réussir à faire 2500 joueurs en même temps, voire plus sur une même carte. Ça serait juste énorme. En tout cas, a priori, ça s'est bien passé. Et maintenant, il y a un autre test qui va avoir lieu plus tard avec des éléments du jeu, parce que là, regardez, c'est complètement vide. Il y a juste les joueurs. Il y a même pas les vrais skins, les vrais avatars des personnes en NFT. Il y a même pas de montagne. Enfin, il y a rien. Il y a pas de décor, on va dire. Ça arrive plus tard. Tout ce qui est texture, etc., ça viendra dans un second temps. Mais on voit bien qu'ils sont en train d'avancer sur leur métaverse et ça pourrait potentiellement arriver plus tôt que prévu. Après, Yuga Labs ne fait pas ça tout seul. Il se repose sur Improbable. C'est une société spécialisée dans tout ce qui est métaverse et du coup, il se repose sur cette technologie qui semble vraiment être solide. Monoprix qui crée ses NFT éphémères. Assez intéressant, du coup vous irez lire l'article les gars, mais pourquoi pas, ça me fait toujours sourire quand des enseignes comme ça font des NFT, ça contribue un peu à démocratiser tout ça, donc plutôt cool. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.